tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. En cette rentrée scolaire, je vous propose une matinée consacrée à la thématique de l'éducation, avec tout d'abord les questions cribles consacrées à la réforme du collège, une réforme contestée qui aura lieu à partir de la rentrée 2016. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, l'a encore réaffirmé cette semaine. Cette réforme, je vous le rappelle, prévoit la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires, enseignements qui croiseront les compétences issues de différentes disciplines dans le cadre d'un projet à thème. La réforme prévoit également l'apprentissage d'une seconde langue à partir de la 5e. Problème, cela signifie la suppression des classes bilingues qui permettent à certains élèves d'apprendre 2 langues dès la 6e. Également, les détracteurs de la réforme fustigent la fin du grec et du latin en tant qu'option. Tout de suite donc, retour à ces questions cribles, c'était au mois de mai. Vous allez le voir, à l'époque, les sénateurs avaient pu exprimer certaines de leurs inquiétudes. Même si nous nous inquiétons du court délai entre la publication du décret et sa mise en œuvre à la rentrée 2016, les membres du groupe RDSE et moi-même tenons à réaffirmer notre soutien au collège unique. Cet outil mis au service d'une ambition démocratique forte. Assurer au plus grand nombre de jeunes le maximum de chances, comme le prônait Jean Zay, ministre de l'Éducation du Front populaire en 1937, entré hier au Panthéon. Le collège unique, parachevé par la loi Abi, chers collègues, en 1975, a permis d'ouvrir les portes de la connaissance à toute une classe d'âge qui jusqu'alors en était privée et entrait prématurément dans le monde du travail. Les dispositions de votre réforme proposent de dégager davantage de temps, 3 heures en 6e, 1 à 2 heures les autres années, pour un accompagnement personnalisé. Pouvez-vous en définir le cadre plus précisément ? L'instauration d'enseignements pratiques interdisciplinaires insuffle un renouveau pédagogique, c'est bien. Mais pensez-vous qu'une année scolaire suffira pour adapter d'urgence l'organisation de la formation continue avant la rentrée 2016 ? Nous tenons aussi à vous interroger sur la place des enseignements disciplinaires fondamentaux au sein de cette réforme, au premier rang desquels doit figurer le français. Constatant une diminution du volume horaire accordé au français en 6e et convaincu avec les membres du groupe RDSE que la réussite scolaire dépend de la maîtrise de la langue française, tant orale qu'écrite, puisqu'elle rend possible l'apprentissage des connaissances, des savoir-faire, des nouveaux moyens de communication et d'information, sans oublier la formation de l'esprit critique, quels moyens entendez-vous déployer afin d'en faire la pierre angulaire de la réforme du collège en augmentant les horaires en 6e plutôt qu'en les diminuant? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Laborde. La réforme du collège a un objectif très simple, en effet, faire mieux apprendre chaque élève pour les faire tous mieux réussir. Et vous avez eu raison de le dire, et nous partageons évidemment votre ambition. Il nous faut affirmer ici que la réussite scolaire doit être offerte à chaque enfant, en particulier lorsqu'on parle d'enfants de moins de 15 ans et qu'un bagage commun doit être donné à tous ces enfants de moins de 15 ans qui fréquentent le collège que nous voulons unique, nous réaffirmons cette ambition, mais que nous ne voulons plus uniforme, c'est-à-dire qu'il doit mieux s'adapter aux difficultés ou parfois aux avances de chacun des collégiens qu'il reçoit. Et c'est pour cela que la réforme a prévu d'innover dans les pratiques pédagogiques, d'introduire davantage d'accompagnement personnalisé, de travail en petits groupes et de créer ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires sur lesquels je reviendrai. Pour répondre aux 3 questions que vous me posez, l'accompagnement personnalisé, il aura vocation à la fois à expliciter aux élèves ce qu'on attend d'eux, les méthodes pour apprendre, la façon dont on révise ses leçons, dont on prend ses notes, dont on s'organise pour réussir au collège. Vous savez qu'il y a un vrai changement entre l'école primaire et le collège, notamment en classe de 6e. C'est pour ça que de l'accompagnement personnalisé, il y en aura 3 heures par semaine pour chaque collégien. Il sera évidemment fondé sur les programmes d'enseignement, cet accompagnement personnalisé. Il ne s'agit pas d'apprendre autre chose aux élèves pendant ces 3 heures d'accompagnement que ce qu'il y a dans les programmes. Il permettra à ceux qui sont en difficulté de rattraper ce retard, à ceux qui sont en avance d'approfondir leurs connaissances. Donc il ne porte en rien préjudice à ceux qui pourraient être les meilleurs. Au contraire, il les rendra excellents.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires, je l'ai dit, c'est une façon à la fois de faire travailler des enseignants en équipe avec du co-enseignement, plusieurs enseignants de disciplines différentes, de faire travailler les enfants en groupe parce que ce sera sous forme de projets concrets, pratiques, qui permettent, comme le disent les Anglais, de faire du learning by doing, c'est-à-dire pas simplement des apprentissages théoriques, mais la mise en pratique de ce qu'on apprend dans les disciplines fondamentales. Non, le français n'y perd rien, comme aucune d'ailleurs des disciplines. En l'occurrence, le français qui aujourd'hui bénéficie de 17h30 de la 6e à la 3e, bénéficiera toujours de 17h30 pour les élèves de la 6e à la 3e. Un dernier exemple, si vous prenez un enseignement pratique interdisciplinaire comme celui qui s'appelle éducation artistique et culturelle, lorsque vous allez faire jouer à des enfants d'une classe une pièce de théâtre, c'est évidemment pour renforcer aussi l'acquisition du français que vous le ferez. Voilà en quoi ce sera utile aux fondamentaux. Madame Laborde, brièvement. Je serai très brève, Monsieur le Président, parce qu'il y aurait plein de questions, mais comme je suis la première, je sais que d'autres en poseront. Juste une dernière requête pratique que vous noterez pour pouvoir nous répondre ultérieurement. Pouvez-vous nous indiquer quelles incidences aura votre réforme sur le brevet des collèges? Merci. La parole est de notre collègue Aline Archimbaud pour le groupe Écologie. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la réforme des collèges applique les choix du Parlement qui se sont exprimés dans la loi Refondation de l'école. Face au constat inacceptable d'une école qui aggrave les inégalités et au choix coupable d'avoir supprimé la formation des enseignants, le collège va désormais davantage concilier personnel mieux préparé, exigences pour tous et attention à chacun. Dans les territoires où la crise sociale frappe particulièrement durement, des équipes travaillent déjà depuis des années avec des résultats remarquables. Les enseignements pratiques interdisciplinaires vont accroître leur coopération à condition que les équipes bénéficient pour cela de temps et de formation. Cependant, la réussite de tous a besoin de mixité de la population scolaire, d'où ma première question, Madame la Ministre. Comment la réforme du collège sera-t-elle accompagnée par une politique volontariste en matière de mixité sociale des élèves? Par ailleurs, cela ne peut se faire sans les enseignants. Toujours dans cet esprit de reconstruction d'une école plus juste, je souhaite que la plus grande vigilance soit apportée au remplacement effectif des enseignants absents. Des créations de postes sont annoncées, par exemple en Seine-Saint-Denis, où il serait au nombre de 500 pour les 3 ans qui viennent. C'est un effort, mais il est insuffisant. Il en faudrait 3 fois plus pour que la permanence de l'encadrement, de la continuité des cours soit assurée. La situation aujourd'hui, sur certains territoires, n'est pas acceptable. Quelles décisions comptez-vous prendre à ce sujet? Enfin, pour que l'école soit un lieu d'épanouissement pour tous les élèves, il nous semble qu'il faut qu'elle soit un lieu bienveillant. Madame la Ministre, au-delà de cette réforme, ne pensez-vous pas nécessaire de transformer en profondeur les méthodes pédagogiques de notre pays, d'encourager l'innovation davantage afin d'assurer la réussite de tous les enfants et d'encourager aussi, comme le font des pays comme la Finlande depuis des années, la coopération et non la concurrence entre les élèves, de valoriser toutes les formes d'intelligence et non pas seulement un modèle unique qui en laisse tant de côté. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la sénatrice Archimbaud pour cette question qui me permet en effet de revenir sur ce sujet de la mixité sociale. La mixité sociale, nous la développerons, nous la favoriserons lorsque nous aurons, et c'est toute l'ambition de la réforme du collège, réussi à offrir dans chaque collège de France un niveau d'exigence, un niveau de qualité d'enseignement qui soit le même partout et qui veille pour chaque enfant, quelle que soit sa situation de départ, quel que soit l'état dans lequel cet enfant arrive en classe de 6e, qu'il ait acquis les fondamentaux qui étaient attendus de lui ou pas, à le faire progresser. Je crois que ce que craignent aujourd'hui beaucoup de parents qui refusent de mettre leurs enfants dans tel ou tel établissement de secteur, c'est le fait que les difficultés de quelques autres élèves au sein de ces établissements ne soient tellement pas bien traités qu'ils ont peur que leur enfant soit tiré vers le bas. C'est ça la difficulté du collège actuel. Et c'est ce contre quoi nous luttons lorsque nous disons que partout nous voulons avoir une exigence, des programmes qui renforcent l'acquisition des fondamentaux, une évaluation qui va évoluer. En effet, j'en profite pour répondre sur la question du brevet, car tout est lié. Et oui, le nouveau brevet en 2016 veillera à venir évaluer cette capacité non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral, cette capacité à travailler en groupe, ces nouvelles compétences que l'on développe dans le nouveau collège. Mais pour en revenir à votre question,
la première façon de favoriser la mixité sociale, c'est de veiller à ce que chaque établissement offre le meilleur. C'est ce que nous faisons, notamment en innovant sur les pratiques pédagogiques. La deuxième façon de garantir la mixité sociale, c'est de retravailler, c'est ce que nous faisons avec des conseils généraux, des conseils départementaux, pardon, pour revoir la sectorisation, avoir des secteurs plus larges dans lesquels il y ait plusieurs collèges pour avoir davantage de pouvoir d'agir en termes d'affectation des élèves et veiller à ce que, tout en restant dans le secteur de son domicile, eh bien, les élèves puissent être répartis de façon plus équilibrée. C'est un travail qui ne peut pas se faire du haut vers le bas en imposant à tout le monde un même modèle, qui doit être très pragmatique. Et c'est pourquoi je voudrais souligner la qualité du travail que nous effectuons avec des conseils départementaux de gauche comme de droite qui ont accepté de se saisir de ce sujet. Et puis enfin, je terminerai par la situation du département de la Seine-Saint-Denis, puisque vous l'avez évoqué. Oui, évidemment, la création des postes et puis notre capacité à avoir des candidats sur ces postes importe. On a déjà créé 330 postes en Seine-Saint-Denis. Vous savez qu'on va encore en créer 500 dans le premier degré. C'est un travail qui est à poursuivre, évidemment. Madame Archambault. Brièvement, s'il vous plaît. Merci, Madame la Ministre. J'entends ce que vous dites, notamment sur les efforts qui seront faits pour revoir les questions de sectorisation. Je pense qu'il y a en effet là un travail un peu fin à faire, évidemment, en coopération avec les collectivités locales. Concernant ma troisième question sur l'innovation, l'innovation et le fait aussi d'avoir sans doute d'introduire sans doute ou de renforcer de nouvelles méthodes pédagogiques. Alors, j'ai bien compris que ma question se situait au-delà de la réforme des collèges, mais je crois que c'est une question importante, notamment que les pratiques, les valeurs de coopération entre les élèves soient beaucoup plus encouragées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je crois aussi, certains pays le font, que ce serait une façon de permettre à certains élèves de s'épanouir davantage, de même que je crois que certaines formes d'intelligence sont encore aujourd'hui peu valorisées, pour ne pas dire plus. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra peut-être le faire une autre fois. Je vous remercie. Bien, la parole est maintenant à Madame Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste républicain et citoyen. Je vous rappelle chacun à tenir bien les 2 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, lors de notre question d'actualité la semaine dernière, vous avez affirmé poursuivre l'objectif que les élèves assimilent mieux les différentes matières, qu'ils ne sortent pas sans les avoir comprises. Raison motivant ce redécoupage entre enseignement disciplinaire obligatoire et enseignement pratique interdisciplinaire. Vous indiquez que les horaires des enseignements disciplinaires ne baissent pas. Pourtant, on passe bien de 108h30 d'enseignement commun à 104 heures sur tout le collège. Et encore, je ne comptabilise pas les horaires des enseignements facultatifs. Ce choix ne peut répondre à la nécessaire élévation du niveau des connaissances indispensable au regard de l'évolution des savoirs, car comment imaginer bâtir des EPI avec un socle disciplinaire affaibli? Vous présentez ces EPI comme une clé de la réussite de tous, mais comment ne pas voir que leur contenu sera variable d'un établissement à l'autre au détriment de disciplines aussi fondamentales que les sciences, la technologie ou les enseignements artistiques? Qui enseignera quoi? N'est-ce pas mettre le doigt dans le développement de la bivalence, voire de la trivalence? Les 4000 postes annoncés pour accompagner cette réforme en découleraient-ils? Autre élément indispensable à 100 de votre réforme, la formation continue des enseignants. Elle est en déshérence, nous ne sommes pas les seuls à nous en inquiéter, j'en veux pour preuve le référé d'avril de la Cour des comptes. Ce chantier est au point mort, or les enseignants français sont les plus mal lotis de la catégorie A de la fonction publique, avec seulement 3 jours annuels de formation continue, alors que les pays de l'OCDE en octroient 8 en moyenne. Ma question, vous évoquez une mise en route à l'automne prochain. Pouvez-vous me donner dès lors un calendrier précis, le contenu et les moyens attribués en détaillant les crédits de fonctionnement et les ETP? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Gonthier-Maurin, d'abord, pour répondre à votre question en la prenant par la fin, oui, indéniablement, pour que cette réforme du collège entre en vigueur dans les meilleures conditions, nous avons besoin de former et d'accompagner les enseignants. C'est bien ce qui est prévu et je veux vous rassurer de ce point de vue. Nous avons 15 mois devant nous pour le faire. C'est ce sur quoi nous travaillons d'ores et déjà et nous invitons les organisations syndicales à le faire avec nous pour
adopter les textes d'application de cette réforme qui préciseront notamment le nombre de journées exactes de formation dont bénéficiera chaque enseignant qui sera amené à mettre en œuvre ce texte. C'est vrai qu'il y a de nouvelles pratiques, une nouvelle culture même à adopter, parce que nous introduisons 20% d'autonomie pour les établissements, parce que nous innovons dans la pratique pédagogique. Pour autant, je veux vous rassurer, rien de tout cela ne fragilise l'idée d'un cadre national et d'un collège unique, bien au contraire. D'abord parce que la liberté que nous laissons aux établissements et aux enseignants, elle est tout de même encadrée par des horaires nationaux. Chaque collège respectera exactement les mêmes horaires, par des programmes qui sont les mêmes, par une évaluation. On évoquait tout à l'heure le brevet. Et puis que, s'agissant des enseignements pratiques interdisciplinaires auxquels vous faisiez allusion, d'abord, il ne s'agit pas de partir dans le vague sans délimitation, puisqu'il y a bien 8 thèmes nationaux qui ont été définis. On pourra revenir sur leurs détails. Et que ces 8 thèmes, surtout d'enseignement pratique interdisciplinaire, s'appuient sur les programmes. C'est en cela que je disais tout à l'heure qu'ils ne portent en rien préjudice, ils ne lèsent en rien les disciplines fondamentales. Au contraire, chaque enseignant de ces disciplines est amené à adapter une partie de sa pratique pédagogique pour faire ce que votre collègue évoquait tout à l'heure, notamment davantage de travail en coopération aux élèves pour sortir d'un schéma parfois un peu théorique, un peu magistral, qui rend les élèves passifs là où nous voulons les rendre créatifs et acteurs. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Madame Gonthier-Maurin. Merci Madame la Ministre pour ces réponses. Non, je veux vous dire, nous sommes en attente de réponses concrètes, identifiant et détaillant concrètement les moyens qui vont être alloués à la formation continue, parce que depuis le 2010, en fait, ces moyens sont en stagnation. Et de plus, on sait que la prise en charge des frais relatifs à la formation, le transport, les repas ne cesse de baisser. Et je ne suis pas sûre, d'ailleurs je crois que la Cour des comptes le pointe, que les SP est totalement anticiper et intégrer cette question. En tout cas, la Cour des comptes non plus ne le pense pas. Donc j'attire votre attention. Et puis, dernier élément, si j'ai le temps, en 2009, il y a eu un rapport de l'IGN consacré à l'enseignement intégré des sciences et technologies qui a évalué donc cette expérimentation pédagogique. La conclusion, c'est un succès. Mais la deuxième phase de cette conclusion, c'est que ça n'avait pas vocation à être généralisé compte tenu de la complexité de le faire et notamment du besoin de volontariat des équipes enseignantes. Donc voilà, je prêche vraiment pour l'attention, suivi tout particulier. Merci ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, au travers de cette réforme du collège, vous poursuivez aujourd'hui l'ambitieuse refondation de l'école, initiée par Vincent Peillon en 2012. Cette loi de refondation que j'ai eu l'honneur de rapporter ici et qui a d'ailleurs été largement débattue et largement amendée dans certains hémicycles. Tout d'abord, respectant nos engagements, la priorité a été accordée à l'école primaire, auparavant grande oubliée des politiques éducatives et pourtant socle essentiel pour la réussite des élèves. Désormais, le temps est venu de procéder à la réforme du collège, moment critique de la scolarité pour un certain nombre d'enfants fragiles. Début avril, le Conseil supérieur de l'éducation a donné un avis positif à cette réforme du collège et vous venez d'en publier les décrets nécessaires à la mise en place effective. Ceci 2 ans après le vote de la loi, dont pas de vitesse ni de précipitation, mais une ferme volonté d'avancer. Les associations de parents d'élèves que notre commission recevait hier en audition soutiennent la réforme, car celle-ci répond aux besoins d'identifier des enfants. Ils nous ont dit, ce n'est pas de plus d'heures d'enseignement dont ils ont besoin, c'est de mieux d'enseignement. Mais le succès ne sera au rendez-vous qu'à condition que les enseignants s'approprient ces changements. Et pour cela, il est nécessaire qu'ils bénéficient d'une formation et d'un accompagnement suffisant, notamment dans la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Alors que nous sommes désormais entrés dans la 2e étape, c'est-à-dire la mise en œuvre pratique de la réforme, quel calendrier est aujourd'hui prévu afin de répondre aux inquiétudes exprimées? Quelles modalités de discussion avec la communauté éducative dans les semaines et les mois à venir? Mes chers collègues,
Le temps n'est plus à la polémique, mais au travail de construction permettant de réussir ensemble cette école pour tous les enfants de France. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cartron. Merci pour votre question qui me donne l'occasion, je vous remercierai tout autant, qui me donne l'occasion de préciser une chose. Il a toujours été clair pour moi qu'il fallait distinguer et ne surtout pas faire de confusion entre l'hostilité absolue et par principe à la réforme et les interrogations que peuvent poser un certain nombre d'équipes enseignantes qui sont des interrogations professionnelles et auxquelles il nous faut apporter des réponses. Et c'est bien pour cela que je dis que, évidemment, nous souhaitons les avoir, leurs organisations représentatives, autour de la table pour construire ensemble les textes d'application de cette réforme. Je veux répondre à certaines de ces interrogations, d'abord en rappelant que cette réforme du collège ne se fait pas à moyens constants. Nous créons 4000 postes. C'est ce qui nous sera bien utile pour notamment développer les petits groupes de travail dont je disais les vertus tout à l'heure. Ça se traduira concrètement pour chaque collège par une augmentation de ce qu'on appelle sa dotation horaire globale qui lui permettra d'avoir davantage de marge de manœuvre pour renforcer ici ou là en fonction de ce que l'établissement, c'est ça la marge d'autonomie, aura décidé comme prioritaire pour ses élèves compte tenu de leurs besoins. C'est ça la grande nouveauté de cette réforme, c'est de permettre à l'établissement, considérant que les élèves ont du retard particulièrement en français ou ou en langue vivante, etc., de mettre le paquet sur ces matières. Donc ça, c'est la première chose, les moyens. La deuxième chose, c'est l'accompagnement et la formation. Donc concrètement, c'est cet automne, et c'est pour cela que c'est important de préparer tout ce qu'il faut, tout le cadre pour, c'est cet automne que seront formés à la fois les cadres, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les inspecteurs, mais aussi les enseignants, qui le seront, s'agissant des enseignants, sur site, ce qui signifie concrètement que des équipes de formateurs se déplaceront auprès d'eux, dans l'établissement, plutôt que de les sortir, pour pouvoir les former ensemble, eux qui seront invités et amenés à travailler précisément ensemble demain. Il faut conclure. Donc voilà les quelques indications que je peux vous donner, mais vous savez, Madame la sénatrice, aucune réforme n'entre en vigueur ou ne se met en application dans de bonnes conditions si nous n'accompagnons pas les principaux acteurs, les enseignants, et donc je leur redis que bien évidemment les 15 mois qui viennent serviront à cela. Madame Cartron, brièvement pour permettre à nos collègues. Oui. Merci Madame la Ministre. En tout cas, je pense que la formation est nécessaire au sein des SP, mais je crois aussi qu'il faut mobiliser tous les corps d'encadrement, et en particulier les inspecteurs et les inspecteurs départementaux, qui sont au plus près du terrain et qui pourront répondre à l'inquiétude, parfois légitime, des enseignants, mais en tout cas leur dire qu'ils ne seront pas seuls et qu'ils seront accompagnés. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, si le rapport annexé à la loi de refondation de l'école mentionne la nécessité de repenser le collège unique, jamais les modalités précises d'une future réforme n'ont été évoquées lors des débats au Parlement. Ainsi, les préoccupations demeurent vives et nombreuses parmi les élus, mais aussi les enseignants que nous avons eu l'occasion d'auditionner hier et qui nous disent ne pas avoir été concertés. Donc, parmi ces questions, je voulais pointer du doigt une question fondamentale, grande inconnue de la réforme, qui est la question de l'orientation. L'arrêté prévoit la suppression des options de découverte professionnelle en classe de 3e, tandis que les classes dites prépa-pro demeurent, mais sans horaire attribué. À ce jour, le nouveau parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel, qui remplace le parcours de découverte des métiers et de la formation, ne bénéficie, lui non plus, d'aucun horaire spécifique et devra donc être organisé sur du temps disciplinaire. Dès lors, comment permettre aux élèves de déterminer leur choix d'études et de profession? Est-ce là une volonté délibérée de retarder le choix d'orientation à la seconde et de limiter l'orientation vers les études professionnelles? Enfin, le gouvernement est déjà passé en force sur la réforme des rythmes scolaires. Cette fois, on nous explique que le délai d'ici à la rentrée 2016 permet de réfléchir au contenu des formations des enseignants. Soit. Mais je n'ai entendu personne se préoccuper d'un autre aspect très concret de la mise en œuvre de la réforme, à savoir la rédaction et l'achat des nouveaux manuels scolaires. Je ne vois pas comment les collectivités vont pouvoir faire face à cette dépense inédite par son ampleur,
alors qu'elles subissent déjà tout le contre-coup de la baisse des dotations de l'État. Or, toutes les disciplines, mes chers collègues, dans toutes les classes du primaire et du collège sont concernées. D'où ma question. Comment les collectivités ont-elles été associées à la mise en œuvre de la réforme et un financement spécifique par l'État, Madame la Ministre, de cette dépense est-il prévu? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Morin-Desailly. D'abord, d'une certaine façon, on pourrait presque nous reprocher d'avoir attendu trop longuement avant d'adopter ce décret. Ce décret qui est tout de même la résultante d'une loi, la loi de refondation de l'école, qui a été définitivement adoptée au Parlement il y a 22 mois. 22 mois plus tard, nous adoptons ce décret. Alors vous dites qu'il n'en a pas été question dans cette loi de refondation. Je vous invite à relire les échanges. D'une certaine façon, je regrette si à l'époque, vous n'aviez pas eu l'occasion de poser les questions qui vous viennent aujourd'hui. Je suis prête à y répondre, mais il y a eu 5 mois de débat parlementaire. 5 mois de débat parlementaire. La loi de refondation de l'école, d'ailleurs, pour répondre à certains d'entre vous qui nous demandent pourquoi on ne se préoccuperait pas d'abord de l'école primaire avant le collège, la loi de refondation de l'école a précisément prévu de prendre de façon chronologique tous les sujets qui se posent à notre système éducatif. Nous avons commencé par l'école primaire à laquelle nous avons donné la priorité, notamment avec le plus de maîtres que de classe ou la préscolarisation des enfants avant 3 ans. Et maintenant vient le temps du collège et c'est ainsi qu'il faut procéder, notamment pour permettre à tous les enfants d'acquérir ce fameux socle commun de connaissances, compétences et culture dont vous avez décidé dans la loi de refondation et qui doit se décliner avec à la fois des programmes qui soient repensés pour mettre les fondamentaux en leur cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure, et aussi un fonctionnement par cycle de 3 ans au cours de la scolarité qui permet de mieux s'assurer du fait que les enfants maîtrisent ces connaissances. J'en viens à votre questionnement sur la façon dont les élèves pourront être mieux informés en matière d'orientation professionnelle. Je peux vous dire que c'est un enjeu qui est absolument fondamental pour moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le nouveau collège, l'un des enseignements pratiques interdisciplinaires parmi les 8 que j'évoquais tout à l'heure s'appelle précisément monde économique et professionnel. C'est-à-dire que ce sera l'occasion pour les enfants de voir dès la classe de 5e en l'occurrence, des sujets que jusqu'à présent ils n'abordaient qu'à la fin de la 3e, comme comment construire son orientation, découvrir des métiers, découvrir l'apprentissage, dont tout le monde se gargarise, mais à un moment donné, si on veut changer notre culture à l'égard de l'apprentissage, il faut peut-être le valoriser tôt dans la scolarité au collège. C'est ce que nous ferons dans cet enseignement pratique interdisciplinaire qui conduira par exemple les élèves, à l'aide de leurs professeurs, à construire des mini-entreprises, à permettre à l'établissement de s'ouvrir sur son environnement économique, à passer des partenariats avec les entreprises qui l'entourent. Voilà, non mais je voudrais juste répondre en détail parce que je crois que le nouveau collège, en effet, veillera à donner véritablement les clés de leur avenir professionnel aux élèves. Madame la Présidente. Oui, je regrette de ne pas avoir eu de réponse sur le réalisme de la refonte de tous les manuels scolaires en même temps sous une petite année. Les éditeurs nous disent que c'est simplement pas réaliste, sans compter la question du coût. Bien sûr, il faut changer notre culture par rapport à l'apprentissage, Madame la Ministre, mais pourquoi est-on à ce moment-là revenu, il y a 1 an, la loi de refondation de l'école sur les dispositifs d'IMA qui favorisaient l'apprentissage? Voilà, on prend les choses complètement à l'envers, il y a des allers-retours, des atermoiements, tout ça est très préjudiciable à la refonte, en effet, du collège. Le collège unique, c'est pas le collège uniforme. Nous sommes extrêmement attachés à ce que chaque enfant, à partir du socle commun, trouve son parcours de réussite, puisse se voir offrir une orientation qui corresponde à la fois à ses aptitudes et puis à ses appétences. Et en cela, nous ne voyons pas en quoi l'actuelle réforme telle qu'elle est proposée pourra faciliter les choses. Enfin, je terminerai en disant que jamais dans le texte de loi proprement dit, le mot réforme des collèges n'a été écrit, prononcé. Nous nous sommes posé beaucoup de questions à l'époque sur le statut de ce rapport annexé au texte de loi. Souvenez-vous, chers collègues, un texte très verbeux, très long. Donc voilà, donc vous comprendrez pourquoi la surprise, elle est légitime, la surprise du Parlement, mais aussi de la communauté éducative. Bien, la parole est à Madame Catherine Trondeleu et je demande à chacun de respecter son temps. C'est aussi un apprentissage de maîtriser le temps. Madame Trondeleu, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nombreux furent les personnalités de tous bords à vous alerter, Madame la Ministre, sur les difficultés que soulève la réforme du collège et celle des programmes scolaires.
Il y a eu une levée de boucliers contre la suppression du latin et du grec, contre l'annonce qu'en 5e, l'enseignement des Lumières deviendra facultatif en histoire, tout comme le christianisme médiéval qui deviendra une option parmi d'autres, et encore contre la disparition des classes bilingues et européennes qui menacera, c'est certain, demain l'apprentissage de la langue allemande. Les groupes d'amitié France-Allemagne du Sénat et de l'Assemblée nationale sont intervenus contre la suppression des classes bilingues et européennes. J'ai moi-même pris l'initiative d'une tribune en ce sens qui a été co-signée par plus de 50 de mes collègues sénateurs. Il y a eu encore l'appel de 250 parlementaires et les pétitions demandant la suppression de la réforme, signées par des dizaines de milliers de personnes. Malgré cela, rien n'y fait. Vous avez refusé de revoir votre copie. Et vous avez encore fait la sourde oreille en refusant de comprendre que la majorité des Français est opposée à votre réforme. La semaine dernière, ce sont les principaux acteurs de l'éducation nationale, le personnel enseignant, qui s'est massivement mobilisé en manifestant à son tour contre cette réforme. Leur voix fait écho aux inquiétudes de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, à celles des professeurs de lettres, mais aussi à celles des professeurs d'arts plastiques ou encore celles des professeurs de langue vivante. Tous se mobilisent contre cette réforme qui, comme ils le rappellent, se soldera par la perte d'heures d'enseignement disciplinaire au moment où les élèves en ont le plus grand besoin. Malgré cela, vous avez décidé de passer en force. Affront suprême à tous ceux qui expriment leurs profondes inquiétudes sur vos réformes. Votre question. Vous avez publié en catimini au lendemain d'une grève nationale de décret, ainsi que l'arrêté portant sur la réforme au journal officiel. Vous refusez tout dialogue. Dans une société en crise, voici ma question, et une école en perte de repères, alors qu'une réelle crise de confiance s'installe entre les Français et leur école, entendez-vous, Madame la Ministre, enfin ouvrir une réelle et large concertation sur la réforme du collège et celle des programmes scolaires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre, et je lui demande de pratiquer la contraction de texte, qui est un utile exercice. Voilà. Merci, monsieur 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice ne m'en voudra pas, mais d'une phrase, je voudrais répondre à Madame Morin-Desailly tout de même, en lui explicitant, disons, mon propos. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre, à l'âge du collège, décider que tel enfant ira dans l'apprentissage, dans l'enseignement professionnel d'office, et que tel autre aura droit à un enseignement plus général, et donc ce que vous proposez d'une certaine façon, et ce que nous proposons nous, à savoir ouvrir l'ensemble des élèves à l'ensemble des matières, qu'elles soient en effet intellectuelles et des disciplines, qu'elles soient intellectuelles, manuelles, que l'on puisse y construire son orientation professionnelle en s'ouvrant toutes les perspectives possibles. Mais c'est juste pour être clair là-dessus, donc j'insiste sur ce point parce que je pense qu'il faut bien préparer les enfants à l'orientation professionnelle. Je reviens à vous, pardon, Madame la sénatrice Trundle. Bon, d'abord, je pense qu'il faut à nouveau, quelqu'un a demandé de la sérénité, donc sérénité, à nouveau bien distinguer réforme du collège, réforme des programmes. La réforme des programmes, c'est un sujet vraiment lourd qui n'en est qu'à ses débuts, puisque c'est une instance indépendante, le Conseil supérieur des programmes, d'ailleurs dans lequel siègent des élus de gauche et de droite, qui a fait des projets de programmes sur toutes les matières de l'école primaire et du collège, travail considérable, et je les remercie, qui nous ont été proposés, qui pour l'instant sont soumis à consultation de 800 000 enseignants pendant 1 mois. Et c'est seulement au retour de ces enseignants que nous validerons la version définitive. Et je veux insister sur le fait que moi je suis très à l'écoute. Personne ne se considère omniscient en la matière. Vous imaginez bien le nombre de disciplines différentes concernées et puis le nombre de niveaux d'apprentissage. Donc, j'ai demandé à ce qu'on ouvre largement la consultation au-delà des enseignants. Par exemple, s'agissant du programme d'histoire, à de grands historiens qui seront invités dans un forum que nous organisons le 3 juin prochain pour apporter leur éclairage et puis nous aider aussi à dire comment est-ce que l'histoire de France, dans sa singularité, doit être enseignée aux enfants en fonction de leur âge. Donc je crois qu'il faut, en la matière, vraiment faire preuve d'esprit d'apaisement, chercher à avoir les programmes les plus clairs, les plus progressifs, les plus efficaces pour que surtout les enfants les acquièrent. C'est ce qui nous intéresse. Madame Catherine Trondlet, pour répondre à la ministre. Oui, merci Madame la Ministre de votre réponse. En fait, je parlais de concertation, à la fois de la réforme du collège, mais également des programmes. Les deux choses sont liées, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas les séparer. À un moment donné, elles sont liées. À partir du moment où les enseignants ont largement manifesté leur mécontentement et leur rejet de la réforme du collège, comment voulez-vous parler d'une concertation qui soit sereine sur les programmes? Vous ne les avez pas entendus une première fois, comment voulez-vous que vous nous parlez aujourd'hui de sérénité? Voilà, j'en arrête là par rapport à ma réponse.
Ma chère collègue, la parole est à notre collègue Christian Manable pour le groupe socialiste. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, au moment où certains s'interrogent sur les débats, la réflexion et la concertation qui entourent la réforme du collège, et on vient encore de l'entendre sur les bancs de droite de notre Assemblée, il me paraît opportun de rappeler toute l'ambition et la portée de la loi de refondation de l'école qui a été portée initialement par Vincent Peillon. En effet, dans le rapport annexé à la loi promulguée en 2013 et qui vise à présenter l'ensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif, les objectifs fixés par la nation sont très clairs. Je les rappelle ici, une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun. La refondation de l'école doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de tous les élèves. Et l'ensemble des composantes du système éducatif, le premier comme le second degré entre autres, doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ainsi, Jean-Paul Delahaye, l'un des contributeurs de cette loi, écrivait encore tout récemment « La refondation, je le cite, concerne bien sûr tous les élèves et il n'est pas question de réduire les écarts en baissant le niveau des meilleurs. Refonder l'école, ce n'est pas niveler par le bas, c'est élever le niveau de tous en centrant l'attention du système éducatif en priorité en direction des plus fragiles, ceux dont les destins scolaires sont liés à leur origine sociale. » Fin de citation. Alors, Madame la Ministre, voici ma question. Je souhaiterais donc que vous puissiez préciser la place du collège dans la démarche de refondation de l'école et mettre ainsi en perspective la réforme qui nous préoccupe aujourd'hui. D'autre part, pour illustrer cette nécessité d'agir sur l'ensemble du continuum éducatif, je souhaiterais également, Madame la Ministre, vous interroger sur l'un des engagements de la loi de refondation avec le développement des compétences numériques et sa traduction dans la réforme du collège. En effet, le collège doit être en phase avec les usages du numérique d'aujourd'hui et apprendre aux collégiens qui s'en servent par ailleurs quotidiennement à les utiliser, à les maîtriser et à les comprendre. Alors quel est, c'est la deuxième question, le rôle des collectivités territoriales dans ce service public du numérique éducatif? Et pouvez-vous, Madame la Ministre, oui, Monsieur le Président, mais vous êtes un républicain soucieux de l'égalité, donc comme mes prédécesseurs... Attendez 2 jours, mais... Donc comme mes prédécesseurs, je demande à disposer du même temps de dépassement. Pouvez-vous nous préciser les mesures et engagements dans ces domaines qui s'inscrivent dans la réforme du collège et le plan numérique annoncé par le Président de la République il y a quelques semaines? Merci. Bon, Madame la Ministre, mais vous avez consommé votre temps de réponse après. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Manable, merci pour cette question et merci d'avoir fait allusion à... à l'excellent rapport de Jean-Paul Delahaye, en effet, qui a eu cette vertu de remettre peut-être un peu plus dans le paysage public ces plus d'1 million d'enfants pauvres qui fréquentent nos écoles, nos collèges et nos lycées et dont on parle rarement. La difficulté qu'ils éprouvent au quotidien, parfois à s'alimenter, à s'habiller, à se concentrer sur leurs devoirs. La façon dont ils en viennent à décrocher très vite parce qu'ils ont des familles qui elles-mêmes malheureusement sont dans une instabilité économique qui ne leur permet pas de suivre les progrès de leurs enfants. Et ce rapport était essentiel pour rappeler aussi pourquoi la refondation de l'école est faite. Elle est faite pour s'intéresser aussi à ces enfants-là, pour faire en sorte que parmi eux, nous veillions d'abord à lutter contre l'autocensure, parce que c'est aussi ça qui les guette, ne plus croire la réussite possible pour eux, et puis que nous soyons toujours à leur côté pour développer le meilleur. Et j'en profite pour répondre, parce que c'est vrai que tout à l'heure je n'ai pas été complète. Non, le latin et le grec ne sont pas supprimés dans la réforme du collège. Le latin et le grec sont offerts à tous les collégiens, là où jusqu'à présent ils ne bénéficiaient qu'à 18% d'entre eux. Pourquoi certains collégiens? Parce qu'ils ne connaissent pas les codes, parce que les familles ne sont pas informées, parce qu'ils n'ont peut-être pas en classe de 6e, quand ils arrivent au collège, les meilleures performances scolaires possibles. Pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas à ces collégiens la possibilité de s'élever, parlons d'élévation du niveau comme de l'intellect, par la pratique et par l'enseignement du latin et du grec. C'est précisément ce qu'offre cette réforme du collège. Mais cette réforme du collège, elle a vocation aussi
à moderniser nos enseignements. Et c'est vrai que l'utilisation du numérique est un formidable potentiel, une formidable opportunité. C'est passé un peu inaperçu, mais le président de la République, il y a 10 jours, a annoncé un plan d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros sur 3 ans, pour permettre d'équiper tous les collèges, à la fois équipement, j'allais dire, numérique, évidemment les outils pour que les élèves les utilisent, mais aussi former les enseignants et permettre aux élèves à la fois de connaître les outils, de les utiliser et d'apprendre la civilité numérique, qui est un sujet à enjeu, vous le savez autant que moi. Monsieur, vous avez consommé votre arrêt de jeu, presque. 2 mots. Merci, Madame la Ministre. Mes collègues m'ont soufflé la réponse. Cette réponse d'une ancienne amiénoise à un actuel amiénois me convient parfaitement, mais au-delà de ce dénominateur commun géographique, je voudrais quand même insister sur l'importance des infrastructures, sur la question du numérique. En un mot, car pour rester parfaitement connecté, il faut des tuyaux. La décision qui a été prise par le président de la République et par le gouvernement va dans le bon sens, mais je voudrais insister sur le fait que l'intervention publique reste indispensable en zone rurale où les opérateurs privés, nous le savons, rechignent à investir. Merci, Monsieur le Président. C'était une horloge picarde. La parole était maintenant à Monsieur Jacques Grosperrin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole. Merci, Président, Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les sénateurs. La réforme du collège que vous avez menée avec brutalité et dogmatisme, adressée contre le gouvernement auquel vous appartenez, les acteurs de la communauté éducative, l'opinion publique et de nombreux intellectuels, des vrais intellectuels. Comment en êtes-vous arrivé là ? Vous partiez cependant d'une bonne intention, si l'on en croit vos déclarations. Il s'agissait, disiez-vous, de partir de ce qui marche déjà sur le terrain et de libérer les capacités d'initiative. Je vous donne acte de la mise en œuvre, de l'intention de la libération des initiatives. L'accroissement d'ailleurs de l'autonomie va dans le bon sens. Mais pour le reste, quel échec! Vous prétendez en effet partir de ce qui marche sur le terrain et vous commencez par supprimer les expériences pédagogiques qui ont fait la preuve de leur efficacité et leur attractivité. Je parlais des classes bilingues et de l'enseignement des langues anciennes en tant que matière à part entière. Sur les classes bilingues, vous supprimez une proposition pédagogique qui permet l'apprentissage de 2 langues dès la 6e et qui concerne actuellement 80 000 élèves de 6e et qui a permis, à partir de 2005, de maintenir les effectifs en allemand. En remplacement de cette proposition qui fonctionne sur le terrain, vous proposez que tous les élèves puissent apprendre une 2e langue de leur choix dès la 5e. Cette modification pose 3 problèmes. D'abord, comme l'a relevé M. Hérault, il y a fort à craindre que les élèves fassent le choix de l'allemand contre l'espagnol. Ensuite, nos élèves n'auront pas le niveau suffisant pour appréhender une 2e langue dès la 5e et vous les conduirez à l'échec. Enfin, nombreuses familles vont fuir le collège public pour aller dans les établissements privés qui, eux, proposeront des classes bilingues. Sur les langues anciennes, vous prétendez leur offrir à tous alors que vous les supprimez en tant qu'enseignement autonome. Qui peut croire que les mesures de votre réforme permettront de les sauvegarder? En réalité, votre réforme s'emploie à attirer tous les élèves vers le bas et révèle une fois de plus combien le socialisme a un problème avec l'excellence et la méritocratie. Ma question, ne serait-il pas encore temps, Madame la Ministre, de retirer ce texte pour travailler en véritable concertation avec les acteurs pour faire en sorte que nos enfants de la République réussissent? Et enfin, à quel moment le Parlement a dit-il se prononcer sur le contenu de cette réforme du collège qui, d'après vous, fait suite à la loi de refondation de l'école? 2 minutes, Madame la Ministre, pour répondre. Et je suis certain que M. Grosperrin contractera son temps. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Grosperrin, à quel moment est-ce que les parlementaires se sont prononcés? Lors de l'adoption de la loi de refondation en 2013, c'était il y a 22 mois. Que comporte cette réforme du collège s'agissant des langues vivantes, puisque vous avez évoqué les langues vivantes étrangères? Elle prévoit que l'apprentissage de la langue vivante 2 se fasse de façon plus précoce qu'actuellement, puisque actuellement les enfants attendent la classe de 4e pour commencer leur 2e langue vivante. Demain, ils la commenceront dès la classe de 5e. Toutes les enquêtes démontrent qu'une exposition plus précoce à une langue vivante étrangère en renforce la maîtrise et que ça va dans l'intérêt évident de tous ces jeunes qui seront amenés sans doute à rejoindre le marché du travail dans les années 2023 que de pratiquer de façon aisée 2 langues vivantes étrangères, quels que soient d'ailleurs les métiers qui seront les leurs. Les classes bilingues que vous évoquez, en réalité, la logique des classes bilingues qui consistait donc à faire pratiquer 2 langues vivantes étrangères dès la classe de 6e, mais pour une minorité de collégiens, 15% avaient cette possibilité, la logique est
non seulement préservé, mais étendu à tous les collégiens, puisque vous êtes d'accord avec moi, le bilinguisme sera désormais offert à tous les collégiens en classe de 5e. En revanche, j'insiste à nouveau sur un point, c'est que ce qu'il demeurera dans la réforme du collège, c'est la possibilité, cette fois-ci garantie à tous les élèves, et pas seulement dans les collèges qui en avaient envie, à tous les élèves qui auront commencé en langue vivante, une à l'école primaire, une autre langue que l'anglais, de pouvoir accéder à l'anglais langue vivante 2 dès la classe de 6e. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que nous savons que ce qui peut arrêter les parents dans le choix d'une langue vivante, une autre que l'anglais, c'est la crainte que leur enfant n'aborde l'anglais, langue indispensable de notre monde, que trop tard en classe de 4e. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous leur proposons, c'est que s'ils prennent une autre langue en LV1, la LV2 anglais sera, elle, accessible dès la classe de 6e. C'est une formidable façon de diversifier le choix des langues. C'est dû, en effet, plurilinguisme. Vous n'écoutez pas en classe, Madame la Ministre. Monsieur Grosperrin, pour conclure, parce que oui, très rapidement, je suis garant de l'équité ici. Merci, Président. Madame la Ministre, vous savez très bien, et les associations de parents d'élèves nous l'ont dit avant-hier, que dans la loi de refondation de l'école, il n'a pas été question du collège. Donc vous avez confisqué la parole au Parlement. Il faut le dire. Soit c'est un rétropédalage, on l'a bien compris, soit vous êtes rendu compte qu'il fallait passer en force, soit vous faites de la concertation à ce moment-là, il fallait en discuter dans le Parlement, parce que travailler sous forme de décret, ce n'est pas honorable vis-à-vis, en tout cas, du ministre de la République. Et deuxième chose, ce rétropédalage, on l'a très bien senti, parce qu'il fallait passer en force, vous sentiez que quelque part, les acteurs de la vie éducative allaient agir dans ce sens-là. Et enfin, je crois qu'il aurait été plus judicieux de travailler sur des formes d'expérimentation dans certains départements, si vous voulez véritablement cette forme de travail et de réforme du collège. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Joëlle Garriaud-Bellam pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, les Français sont mondialement réputés pour leur piètre maîtrise des langues étrangères. Une sous-performance, bien sûr, liée à notre système d'apprentissage des langues à l'école et au collège. Pas de miracle. 2 ou 3 heures de cours par semaine ne suffisent pas à devenir bilingue. La plupart des postes à responsabilité, y compris en France, exigent aujourd'hui un véritable plurilinguisme. Les classes bilingues, européennes et internationales permettent de l'atteindre. En plus d'un volume horaire renforcé en langue, elles favorisent l'enseignement en langue étrangère de disciplines non linguistiques. Un enseignement pluridisciplinaire ludique ne parviendra jamais aux mêmes objectifs. Ces classes sont dites élitistes, mais quel mal y a-t-il à permettre aux élèves qui le peuvent de maîtriser réellement des langues étrangères, tandis que ceux en difficulté dans l'acquisition d'un socle fondamental en écriture ou en lecture seraient aidés en petits groupes? Pourquoi contraindre l'ensemble des élèves à s'initier dès la 5e à 2 langues étrangères alors que certains ne maîtrisent pas les fondamentaux et pourraient développer sur ce créneau horaire des talents non linguistiques? Un vernis de LV2 est-il utile à la réussite professionnelle? La bilangue pour tous dès la 5e est un mensonge. Le collège unique a fait la preuve de son échec. Pourquoi s'enfoncer encore dans la même mauvaise direction en généralisant le saupoudrage en langue vivante et ancienne? Plus que de ludique, les élèves ont besoin de repères. Le collège doit leur donner les bases de leur future réussite. N'oublions pas la dimension diplomatique des classes bilingues européennes. Leur suppression est très mal perçue outre-Rhin. Il est à craindre que par le jeu de la réciprocité, l'enseignement du français en Allemagne en pâtisse durement. L'enjeu est aussi celui de l'attractivité internationale de notre système éducatif. La renommée des lycées français à l'étranger est fondée sur celle de l'éducation à la française. Remettre en cause ce modèle, c'est affaiblir nos établissements dans un contexte de vive concurrence internationale. Je m'interroge aussi sur la mise en œuvre pratique de la réforme. Ma question, sachant que 400 millions d'euros seraient nécessaires pour accompagner les nouveaux programmes, pourquoi votre ministère a-t-il inscrit seulement 60 millions d'euros dans son budget triennal? Qui pâtira des arbitrages budgétaires? Pour éviter qu'une génération de collégiens ne soit sacrifiée sur l'autel d'une réforme précipitée, pourquoi ne pas échelonner son entrée en vigueur sur 2 ou 3 ans? Madame la ministre, pour répondre brièvement pour que ça soit compréhensible, parce que je vois que... allez-y. Merci. Merci. Oui, la classe était indisciplinée aujourd'hui. Allez-y. Oui, Madame la sénatrice Garriaud-Bellam.
Bon, d'abord, pardonnez-moi, mais dans votre propos, il y a quelque chose que je ne peux pas admettre, contre quoi je m'élève. Lorsque vous dites « demain, les postes à responsabilité requerront une bonne maîtrise des langues étrangères et c'est pour cela que nous devons former une élite à maîtriser ces langues étrangères ». Mais non, je crois que tous les postes à responsabilité comme pas à responsabilité requerront une maîtrise des langues étrangères. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à l'offrir à tout le monde. C'est bien le sujet. C'est quel métier prépare-t-on pour 2023 ? À nouveau, je le dis ici, je ne crois pas à des métiers qui seraient faiblement qualifiés en 2023. Je crois que ça n'existe pas. Et donc sous-payés d'ailleurs, je crois que ça n'existe pas. Le siècle qui est le nôtre exige que nous ayons un niveau de qualification élevé pour l'ensemble de la population et c'est ce que fait cette réforme du collège. Je poursuis en vous disant que vous semblez croire que la réforme du collège va imposer exactement le même fonctionnement à tous les établissements, une forme d'uniformité que vous rejetez, mais je vous comprends, moi aussi je suis contre l'uniformité. Et je rappelle que s'il y a 20% d'autonomie dans les collèges à partir de 2016, c'est précisément pour que eux, qui sont les mieux placés, décident s'ils consacrent davantage de temps à de l'accompagnement personnalisé, comme vous le disiez tout à l'heure. S'ils ont des enfants plus en difficulté, ils vont en faire plus, ou alors faire davantage d'enseignement pratique interdisciplinaire, par exemple en langue vivante étrangère. Donc s'ils souhaitent faire davantage de langue vivante, ils peuvent le faire. C'est à ça que sert l'autonomie. Je terminerai simplement par deux mots. Le premier, c'est que oui, la loi de refondation de l'école et les débats qui l'ont entourée a bien abordé la réforme du collège. Cessez de dire le contraire. Il suffit de la relire pour y voir réaffirmation du collège unique, enseignement complémentaire, autonomie des établissements, pratiques diversifiées. Il faut conclure. Bon. Et dernier mot, les manuels scolaires, puisque vous nous interrogez sur ce point, les manuels scolaires évidemment seront prêts en temps utile pour entrer en vigueur pour la réforme en 2016 et c'était important d'avoir à la fois une organisation du collège qui change ainsi que ses pratiques pédagogiques et en même temps de nouveaux programmes et des manuels en cohérence. En 10 secondes, Madame Garriaud, mesdames. Simplement, d'une part, vous n'avez pas répondu sur la question du coût, Madame la Ministre. Deuxièmement, vous avez 15% des collégiens aujourd'hui qui sont dans des classes bilingues. Il aurait fallu augmenter ce nombre. Ça aurait été important. Aujourd'hui, que se passe-t-il, Madame la Ministre? Nous n'avons même pas suffisamment d'enseignants en langue. Nous n'avons pas les moyens de former. Nous savons que nous n'avons pas été capables de remplir les postes en CAPES d'allemand. Alors de quoi nous moquons-nous si c'est pour imposer des cours de langue par des enseignants qui ne connaissent pas cette langue, qui n'ont pas la capacité, ce sera un échec. Voilà pour ces questions cribles consacrées à la réforme du collège. On reste sur cette même thématique puisque je vous propose à présent de voir l'audition de Najat Vallaud-Belkacem du mois de juin lorsqu'elle avait été auditionnée par la commission d'enquête sur le service public de l'éducation. Cette commission d'enquête sénatoriale a été créée à la demande du groupe ex-UMP, les Républicains, aujourd'hui, au lendemain des attentats de janvier. Elle avait pour objectif d'analyser la perte de repères républicains dans la vie scolaire, également de voir à quelles difficultés certains professeurs sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Tout de suite donc, retour à cette audition.